Israël a été un allié précieux pour les États-Unis lors de leur invasion de l'Afghanistan, du renversement de Saddam Hussein et pendant la guerre froide. À l'heure actuelle, ils ne sont pas un partenaire stratégique clé. C'est une position provocatrice, mais l'analyste géopolitique Jacob Shapiro s'en sent assez sûr. Cela m'étonne que ce soit provocateur, car c'est pour moi une évidence en tant qu'analyste. Très bien, provoquons. Si certains croient que cette relation éternelle est spéciale, ce n'est pas le cas. Et je voudrais simplement rappeler quelques faits historiques de base ici. Si vous remontez à la création de l'État d'Israël en 1948, les États-Unis n'étaient pas le principal allié d'Israël. À l'époque, c'était la France et de 1948 jusqu'à environ 1967, la France était, à bien des égards, l'allié stratégique le plus important d'Israël. La raison pour laquelle Israël possède des armes nucléaires, c'est parce que les Français leur ont donné la technologie nucléaire, probablement dans les années 50 et 60, la campagne du Sinaï, où Français, Britanniques et Israéliens s'allient pour contrôler le canal de Suez face à la montée de Nasser en Égypte. C'est l'administration de Dwight Eisenhower qui intervient et dit à Israël de rentrer chez lui, tout en donnant une tape sur les doigts à la Grande-Bretagne et à la France. La relation Israël-États-Unis se consolide réellement en 1967 et 1973 lors des deux grandes guerres israélo-arabes, puis après. Et c'est vraiment une relation de guerre froide. La montée du nationalisme arabe en Égypte et en Syrie entraîne leur alignement avec l'Union soviétique. Et donc, la réponse des États-Unis à cela est de former des alliances avec Israël, d'avoir une alliance avec la Turquie. C'est pourquoi la Turquie fait partie de l'OTAN. Et puis, l'Iran faisait aussi partie de ce réseau d'alliances qui, bien sûr, a explosé en 1979, et la façon dont les États-Unis ont géré l'alliance avec l'Iran fait partie des raisons pour lesquelles la révolution islamique a eu lieu là-bas. On peut en parler si tu veux aborder ce sujet. En résumé, la relation Israël-États-Unis était liée à la guerre froide, et Israël était très utile. C'est une force d'équilibre contre ces puissances arabes qui s'alignent avec l'Union soviétique, le jour où l'Union soviétique tombe. La logique stratégique entre les États-Unis et Israël est sérieusement affectée. Elle ne disparaît pas totalement car les États-Unis restent très dépendants de la région, notamment de l'Arabie saoudite pour le pétrole. Ainsi, plus vous établissez un équilibre des pouvoirs stables et avez des alliés régionaux, plus vous influencez la politique étrangère locale. Après la fin de la menace soviétique, ce qui est assez positif, la révolution du schiste a suivi en 2008. Nous ne parlons plus seulement des relations États-Unis-Israël, mais aussi d'autres sujets. Les États-Unis peuvent se passer totalement du pétrole du Moyen-Orient s'ils le veulent. Ils peuvent agir pour satisfaire les Saoudiens ou les Émiratis, grâce au schiste. Par exemple, les États-Unis sont complètement autosuffisants et ils peuvent se tourner vers d'autres marchés s'ils veulent combler les manques là-bas. Les États-Unis ont tellement d'énergie qu'ils peuvent soutenir l'Europe, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine et que l'Europe a été coupée du gaz naturel. Nous exportons massivement du gaz naturel liquéfié, permettant à l'Europe de garder les lumières allumées, tandis que les prix de l'énergie restent relativement bas aux États-Unis. En somme, les États-Unis n'ont pas d'intérêt stratégique au Moyen-Orient, surtout dans leur relation avec Israël. Qu'est-ce que les États-Unis retirent actuellement de cette relation avec Israël ? Quelle menace Israël pose-t-il vraiment à la sécurité nationale américaine à l'avenir ? Très peu, en réalité. Et non seulement cela, mais Israël manque en quelque sorte de respect aux États-Unis, en s'attendant à ce que les États-Unis soient toujours là pour eux, quoi qu'il arrive. Et pourtant, Netanyahou sort et affirme que Biden ne lui envoie pas les armes dont il a besoin, alors que Biden lui a déjà envoyé la plupart des armes dont il a besoin. Et il a, vous savez, subi des préjudices politiques importants parce qu'il a été très pro-Israël, alors que son parti a été un peu plus hésitant. Donc je suis prêt à plonger dans toute cette histoire si vous le souhaitez. Mais en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que la relation entre les États-Unis et Israël n'est pas une relation spéciale. Ils n'ont jamais été les meilleurs amis depuis la création d'Israël. Elle résulte de la guerre froide et de la dépendance énergétique américaine au Moyen-Orient. Or, la guerre froide est finie et les États-Unis ne dépendent plus de cette région pour leur énergie. Donc on parle du pivot vers l'Asie depuis que Clinton était secrétaire d'État. Les intérêts stratégiques des États-Unis se trouvent désormais là. L'inertie, la bureaucratie et d'autres facteurs maintiennent la situation actuelle. En se fondant uniquement sur la logique géopolitique et stratégique, il est très difficile de voir pourquoi Israël resterait si important pour les États-Unis à l'avenir. Donc, dans cet esprit de logique géostratégique pure et dure, en quoi cela est-il si pertinent pour la France? Est-ce une question d'équilibrer la Méditerranée? Quel est le point de vue français qui rend cela si important sur le plan géopolitique? Eh bien, plus maintenant. Mais c'était important dans les années 40 et 50 lorsque la France et la Grande-Bretagne soutenaient Israël dans certaines de ses entreprises parce que ces deux puissances étaient en déclin.
et elles avaient un peu d'importantes possessions coloniales au Moyen-Orient qu'elles perdaient à cause de l'indépendance des États et de la montée du nationalisme. Et ce genre de choses. Elles étaient incroyablement dépendantes, en fait, elles avaient construit leur stratégie énergétique autour de l'accès à ces pays. Quand Kamal Abdel Nasser s'impose en Égypte et menace de fermer le canal de Suez. Tout d'abord, les Britanniques étaient pensés en tant que le canal de Suez leur appartenait. Ils avaient l'impression d'en être les propriétaires, donc c'était déjà une sorte d'insulte pour eux, mais c'était aussi. Si l'Égypte peut fermer le canal de Suez, elle peut couper tout ce pétrole du Moyen-Orient. La France et la Grande-Bretagne dépendaient de ces marchés, et c'était un des pays qui avaient l'habitude d'être de grandes puissances impériales. Ils n'allaient donc pas accepter cela. Ils allaient rouvrir le canal de Suez, les marchés et récupérer leur pétrole. C'était pourquoi la Grande-Bretagne et la France, après 48. Ils n'ont pas aidé Israël lors de la guerre d'indépendance en 1948. C'était en fait la logique stratégique des actions de la France et de la Grande-Bretagne là-bas. En 48, les États-Unis et l'Union soviétique ont approuvé la création d'Israël à l'Organisation des Nations Unies sans s'y opposer. Mais la raison pour laquelle Israël survit en 48, c'est une combinaison de trois choses. Premièrement, les armées arabes ne pouvaient pas communiquer entre elles. Si elles avaient uni leurs forces, elles étaient. En nombre et en tout, elles surpassaient largement le jeune État israélien. Il y avait aussi l'Égypte, la Syrie, la Jordanie et un peu d'Irak. Aucune force ne communiquait bien, seuls les Jordaniens étaient vraiment bien entraînés. Formés par les Britanniques, la formation était donc médiocre. Ensuite, la taille d'Israël l'avantageait. Ses lignes intérieures très courtes permettaient d'utiliser ses meilleures troupes. Vous voyez, ils attaquaient les Égyptiens, puis les Jordaniens, faisant des allers-retours, tandis que les armées arabes devaient parcourir de longues distances pour attaquer Israël. Troisièmement, les Israéliens recevaient des armes du marché noir venant de la Tchécoslovaquie via l'Union soviétique. Et j'y pense souvent, parce que quand on pense à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, d'où l'Ukraine tire-t-elle la plupart de ses armes ? Toujours la République tchèque, les Slovaques, les marchands d'armes, etc. C'est ainsi qu'Israël a survécu. Tout cela pour dire qu'en 48, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Grande-Bretagne, ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est pas l'Union soviétique. C'est l'incompétence arabe et l'accès aux armes du marché noir soviétique via la Tchécoslovaquie qui permettent à Israël de survivre. C'est provocateur car certains pensent même que si quelque chose est vrai aujourd'hui, cela l'a toujours été. Et il faut dire qu'Israël a tout intérêt stratégiquement à s'assurer que les États-Unis restent proches de lui, donc Israël veut rendre cette relation aussi étroite et aussi solide que possible, et aussi difficile à rompre que possible, pour que les États-Unis y mettent fin, car ils ont besoin de ce garant de sécurité. Donc c'est peut-être en partie la raison derrière cela. Mais encore une fois, si nous sommes ici en l'an de grâce. 2024, la logique stratégique qui liait ces deux pays n'existe plus. Et cela devrait vraiment être un signal d'alarme, je pense, pour les dirigeants israéliens, car tôt ou tard, les États-Unis finiront par s'en rendre compte. Réa, dans ce contexte peut-être, vous savez, sur un horizon de 5 ans dans le futur, l'une des idées que j'ai vues avancer est celle d'équilibrer, vous savez, la région du Moyen-Orient, et qu'il pourrait y avoir en quelque sorte ces trois pôles potentiels. La thèse des accords d'Abraham était peut-être d'unir Saoudiens et Israël, puis d'ajouter l'Iran et la Turquie. Et ils sont, vous savez, en ayant ces trois points du triangle, pour ainsi dire. Il n'y aurait pas une seule puissance qui dominerait la région. Qui complètement, vous savez, peut-être pas monopolise nécessairement, mais domine au point que, vous savez, la Chine pourrait menacer de dominer tout l'hémisphère Est ou l'Asie de l'Est. Alors, est-ce que tu adhères à cette façon de voir les choses ou tu es sceptique par rapport à ce genre d'existence? Quel serait le meilleur résultat pour les parties extérieures voulant simplement une région plus étatique? Ironiquement, les États-Unis ont rompu un équilibre des pouvoirs qui fonctionnait bien. Donc lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak et détruit l'État irakien. Et pour de bonnes raisons. Je n'ai aucune sympathie pour Saddam Hussein. Le monde est probablement un meilleur endroit sans Saddam Hussein, faisant ce qu'il faisait à Bagdad. Mais l'Irak contenait l'Iran, donc l'Iran ne pouvait vraiment pas projeter son influence jusqu'à la Méditerranée parce que l'Irak était son ennemi juré, et l'en empêchait de faire toutes ces choses. Donc lorsque les États-Unis échouent en Irak, cela ouvre vraiment la porte à l'Iran pour devenir une puissance beaucoup plus déstabilisatrice au Moyen-Orient. D'une certaine façon, tout ce que les États-Unis ont fait dans la région depuis que George Bush a affiché la bannière « Mission accomplie » vise à corriger cela. Ils tentent de recoller les morceaux, mais l'Iran est déjà hors jeu, rendant cela impossible. Sans un État irakien solide pour les bloquer, qui ne sera pas leur allié, cela échouera. L'Irak étant majoritairement chiite, une relation est inévitable. Je ne pense pas qu'il y ait trois pôles.
Quand je pense au Moyen-Orient, il y a vraiment 4 pays auxquels il faut penser. Tu en as déjà nommé 3, donc la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Égypte est l'autre grand pays. L'Égypte fait face à des défis géopolitiques liés aux 4 pôles nationaux. Je pense aussi qu'il est difficile de raisonner ici en termes de nations pour les centres de pouvoir. Parce qu'il y a des Perses chiites, il y a des Arabes chiites, il y a des Arabes sunnites, et puis il y a les Turcs. Et puis il y a les Kurdes qui sont là, sans État pour eux-mêmes. On commence à sauter d'un groupe à l'autre. En réalité, c'est bien plus complexe que ce que la carte nationale pourrait laisser croire. Encore une fois, si vous cherchez un responsable pour Israël-Palestine, l'Iran ou ailleurs, blâmez les Européens. Ce sont eux qui ont tracé ces frontières ridicules, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et maintenant, nous faisons face aux conséquences de ces autres types de choses. Je pense que la logique derrière les accords d'Abraham était que l'Iran est un problème, la Turquie est un problème. Notre meilleur moyen d'équilibrer cela est une combinaison de la technologie et du capital israélien avec les Arabes sunnites, donc pas seulement avec les Saoudiens, mais avec les Arabes sunnites en général. Donc cela inclut la population et les ressources militaires de l'Égypte, c'est aussi la Jordanie, qui ont toutes deux des traités de paix avec Israël négociés par les États-Unis. Ajoutons à cela l'argent du Golfe, car les pays du Golfe n'ont pas vraiment d'armée que l'on respecterait sur un champ de bataille. Mais ils ont beaucoup d'argent, du matériel neuf et achètent des armes depuis des décennies. Mettez tout cela ensemble. Maintenant, nous avons un bloc arabo-israélien qui va repousser l'Iran, qui va repousser la Turquie. C'est, je pense, la logique derrière cela. Je pensais à l'époque que c'était une erreur, et je pense toujours que c'est une erreur, parce que je pense que ce sont les deux. Je pense. Les Arabes sunnites présentent aussi des divisions internes. Vous ne parviendrez jamais à les unir ni à les maintenir unis, surtout avec les Israéliens. Voyez ce qui se passe à Gaza et les tensions que cela crée entre les États arabes sunnites et Israël. Si vous regardez à travers l'histoire encore et encore, ce sont des puissances basées autour de ce qui est aujourd'hui Istanbul, et des puissances basées autour de l'ancienne Perse. Ce sont les grandes puissances du Moyen-Orient, et généralement c'est en quelque sorte une lutte entre ces deux zones pour savoir qui sera la puissance dominante. Et peut-être que l'équilibre des pouvoirs se trouve justement là, peut-être que c'est ça. La Turquie contre l'Iran, c'est l'équilibre à long terme auquel on pense généralement, et le problème c'est qu'entre la Turquie et l'Iran, il y a actuellement ce sandwich composé de terroristes de Daesh et de quelques vieux États autoritaires sclérosés. Et en Israël, ça évolue dans la mauvaise direction. Et les Kurdes, qui n'ont pas d'État, il y a tout ça entre eux. Peut-être que ces puissances utiliseront tous ces pions sur l'échiquier les uns contre les autres. Mais je pense qu'à long terme, ce seront la Turquie et l'Iran. Et je pense que le problème avec les accords d'Abraham, parce que, souvenez-vous, les accords d'Abraham sont aussi liés à la fin de l'accord nucléaire iranien. Et ça, je pense que c'est le problème. Vous n'allez pas contenir l'Iran, vous ne pouvez pas revenir en arrière et créer une sorte de rempart contre l'Iran. Vous l'avez détruit quand vous avez détruit le régime de Saddam Hussein. Acceptez-le et sachez que vous devrez traiter avec l'Iran de façon pragmatique. Et acceptez aussi qu'il y a certaines choses que les États-Unis ont en commun avec l'Iran. Ce qui menace l'existence de l'Iran, ce sont les terroristes islamistes sunnites radicaux, une réelle menace pour son avenir. Vous savez qui n'aime pas les terroristes islamistes sunnites radicaux, tout le monde en Occident ? L'une des raisons pour lesquelles Daesh est tombé à ce moment-là, c'est que pendant 1 an ou 2, l'Occident et l'Iran étaient d'accord. Travaillons ensemble pour éliminer Daesh, ce sont les vrais méchants. Donc pour moi, les accords d'Abraham étaient un peu à courte vue et c'était parier sur les mauvais chevaux. À la fois en termes de qui sera capable de bloquer ces différentes puissances et de qui sont les principales puissances en général. Si vous deviez réfléchir à ces deux-là, Vous parlez de la Turquie et de l'Iran. s'ils s'équilibrent, sur lequel misériez-vous? Y en a-t-il un que vous pensez avoir une meilleure assise et plus d'atouts pour l'emporter dans la région? Dans ce contexte, Absolument, la Turquie l'emporte. Et la Turquie l'emporte en partie parce qu'elle est soutenue par les États-Unis. L'Occident a décidé que l'Iran représente la plus grande menace et a isolé l'économie iranienne, mettant l'Iran et son économie à genoux. Retournez voir un graphique du produit intérieur brut de la Turquie et de l'Iran à partir des années 1980 environ. À l'époque, l'Iran avait une économie bien plus grande, et la situation s'est pratiquement inversée au cours des 30 dernières années, si bien qu'aujourd'hui, la Turquie possède une économie bien plus importante. La Turquie gagne des parts de marché sur les constructeurs européens en fabriquant divers produits nécessaires. J'avais commandé un congélateur de remplacement il y a 1 ou 2 ans. Cela a mis du temps car les puces, désormais fabriquées en Turquie et non plus en Chine, viennent principalement de Turquie. La Turquie construit des bases militaires en corne de l'Afrique et s'étend aussi dans les Balkans.
Leurs anciens terrains de jeu, comme la Turquie, deviennent des puissances montantes. Mais comme ils sont dans l'OTAN et qu'ils ont ces anciennes relations, personne ne pose vraiment de problème à la Turquie. Alors que l'Iran, qui étame l'équilibre naturel face à la Turquie dans la région, ne peut pas jouer ce rôle parce que son économie est désastreuse. Sa politique est en désordre et il est isolé par tous ces différents pays occidentaux. Donc si vous réfléchissez à long terme, que vous soyez Israël ou l'Occident, vous devez penser à comment faire. Parce que vous ne voulez pas, en quelque sorte, laisser ce régime particulier en Iran revenir sur le devant de la scène. Encore une fois, c'est un État autoritaire, théocratique et brutal. Il commet divers actes néfastes et malveillants dans la région et dans le monde. La crainte de la prolifération nucléaire est parfaitement légitime. Mais la pire chose à faire serait de les isoler dans un coin au point qu'ils veuillent s'allier avec la Chine et la Russie. Pendant ce temps, la Turquie s'étend lentement au Moyen-Orient. Et je pense vraiment, vous savez, que nous l'avons vu avec. Le guide suprême en Iran est malade, et je pense qu'il va probablement y avoir des luttes internes en Iran autour de la transition du pouvoir. Même l'ouverture de l'Iran à l'accord nucléaire. Ça montrait que l'économie était tellement mauvaise qu'ils étaient prêts à faire certaines choses pour essayer de renouer avec l'Occident. Donc c'est un exercice d'équilibre délicat. Mais je dirais ici aujourd'hui, si l'on extrapole à partir des tendances actuelles, la Turquie va devenir la puissance dominante dans la région. Pour des pays comme les États-Unis ou Israël, ce n'est sans doute pas positif. Il faut trouver un équilibre. Et la leçon à tirer de l'Irak, c'est de ne pas couper l'herbe sous le pied des puissances de la région qui sont censées se contrebalancer les unes les autres. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas les régimes que vous travaillez avec. Il y a plein de régimes que vous n'aimez pas, vous aimez le régime saoudien. Personne n'aime le régime saoudien. Alors trouvez comment travailler avec certains de ces pays et acceptez-le. Vos intérêts existentiels n'existent plus, donc l'idéologie importe peu. Vos intérêts vont finalement déterminer ce qu'est une bonne politique.